Bien, alors, il paraît que dans les nouveaux locaux revus, il va y avoir de la réalité augmentée avec une application ArgoPlay. Vous avez vu ce logo? Ça doit être ça, c'est le futur. On va voir ce que ça donne. Bonjour Loïc et bonjour à vous, abonnés de la chaîne LF Modélisme. Je suis Benjamin Fournereau, 4e génération de Fournereau dans le groupe LR Press. Et je suis donc accompagné de mon père que je vais laisser se présenter. Christian Fournereau, 3e génération, dans l'ordre logique. Je suis dirigeant de LR Press depuis 1999. J'ai pris la suite de mon père, qui lui-même avait pris la suite de son père à lui. Une histoire qui a commencé dans les tout débuts des années 30 et même à la fin des années 20, en 1928, avec la construction de modèles qui est intervenue bien avant le lancement du premier numéro de Locaux Revus, qui lui est sorti le 1er mars 1937. Merci Christian, merci Benjamin pour cette entrée en matière pour ce numéro 900 anniversaire de Locaux Revus. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui parle de modélisme. C'est un numéro spécial, vous l'avez donc compris, pour le groupe LR Press qui fête donc le numéro 900 de cette superbe revue sur le train miniature, mais pas que, du train dans tout son état. C'est un numéro spécial où est-ce qu'on va découvrir ensemble des anecdotes avec Yann, le rédacteur en chef donc de Locaux Revus, et un témoignage superbe, intéressant avec Christian et Benjamin Fournereau. Mais sans plus attendre, on va retrouver donc Yann, le rédacteur en chef de ce superbe magazine. D'ailleurs, peux-tu expliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore ce magazine, Locaux Revus, c'est... Bonjour Loïc. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Locaux Revus, je dois préciser que c'est le premier magazine de modélisme ferroviaire français, qu'il a été fondé en 1937 par Jean-Edmond Fournereau, le grand-père de l'actuel directeur, donc Christian. Voilà, c'est aujourd'hui encore le principal magazine français, le plus gros tirage et donc la référence en termes de trains miniatures en France, mais aussi un petit peu en Europe, puisque on a beaucoup de lecteurs en Suisse, en Belgique, et au-delà de l'Europe, un petit peu au Japon, aux États-Unis. Bon, c'est marginal, mais ça existe quand même. Merci Yann pour ces explications sur la présentation donc de ce magazine Locaux Revus. Je suis sûr à présent que tout le monde va savoir ce qu'est ce magazine sur le train miniature et le train dans tous ses états. C'est un numéro spécial comme on l'a dit, c'est le numéro 900. Qu'allons-nous découvrir de spécial dans ce numéro? On t'écoute. Alors oui Loïc, tu as raison. Nous bouclons ces jours-ci le numéro 900, donc qui paraîtra fin juin, qui est quand même un numéro important, puisque 900 numéros dans la vie d'un magazine, eh ben, ça compte. Alors c'est un numéro que nous avons voulu particulier, qui va symboliser et reprendre l'évolution du magazine sur ces dernières années, voire ces dernières décennies. On y retrouvera différents réseaux, différentes échelles, différentes manières de faire du train miniature. Et cerise sur le gâteau, nous allons introduire de ce que Christian appelle de la réalité augmentée, c'est-à-dire par le biais d'une appli dédiée. Avec votre smartphone, vous pourrez scanner certaines pages et accéder ainsi à des contenus, des enrichissements, des interviews, des petites vidéos, en particulier une vidéo sur le réseau de Xavier Jacquet, qui montrera donc le créateur, Xavier, en train de commenter sa maquette, expliquant le processus qui l'a conduit à faire ce qui est aujourd'hui un réseau majeur. Et c'est pour nous particulièrement important, puisque j'avais déjà moi-même fait le reportage en numéro 600, autour du réseau de Xavier qui est alors installé autour de Roanne. Voilà. Personnellement, moi, ça m'a ouvert l'appétit. Je suis sûr que ça doit invoquer beaucoup la curiosité de tout le monde qui regarde cette vidéo en ce moment. D'ailleurs, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce sommaire spécial et de nous parler également de toutes les rubriques diverses que l'on va pouvoir y retrouver également? C'est à toi. Alors oui, dans ce numéro 900, nous allons découvrir beaucoup de belles choses. Ce sera un numéro spécial de 148 pages, chose qu'on n'a jamais fait auparavant, qui sera donc en kiosque fin juin et que les abonnés recevront sans supplément de prix. Et donc, alors au sommaire, on l'a établi en conseil de rédaction avec l'équipe LR Press. On a voulu quelque chose de particulièrement riche et presque exhaustif, montrant les différentes facettes du train miniature. Alors on aura un gros réseau en zéro, enfin gros réseau,
Un réseau de taille modeste mais à la finition particulièrement élaborée. Le réseau de Philippe Floquet qui nous emmène au comté du Tanargue, qui est un univers qu'il a imaginé lui-même et qui lie voie étroite et voie normale. Donc dans l'Oco-Revue, on s'attardera sur la voie normale, alors que dans le dernier numéro de Voie libre, nous avions découvert la partie voie étroite. Donc Philippe a mis en scène du gros matériel, des 242 du PLM, dans une ambiance très années 50. Alors ensuite, comme je le disais précédemment, il y a le réseau de Xavier Jacquet, donc qui nous emmène lui en Normandie. Alors c'est à l'échelle du HO, donc le 1,87e, et Xavier nous emmène sur les traces de son enfance, de ses souvenirs d'enfant, puisqu'il nous accompagne dans la Normandie dont il a rêvé encore aujourd'hui et qui laisse une large place à l'attraction à vapeur qui l'a fasciné quand il était enfant. Donc on va retrouver sur le réseau de Xavier des maisons à colombage, la reproduction de différents organes des chemins de fer de l'Ouest dans les années 50-60, c'est-à-dire une signalisation conforme, tout ça dans un univers onirique, particulièrement détaillé et toujours en cours de construction. Donc un gros reportage sur ce réseau. Ensuite, nous avons aussi un réseau en N, le réseau de Jean-Claude Barbu, qui s'appelle Nanotrain. Jean-Claude Barbu qui est très présent aussi sur les réseaux sociaux et qui a un blog qui s'appelle Biscatrin qui mérite vraiment d'être suivi. Et là donc Jean-Claude a fait un réseau en N, donc au 160e, donc des trains beaucoup plus petits. Et c'est un environnement pareil, rêvé, mais ce que nous avons l'habitude à LR Press d'appeler du réaginaire. C'est-à-dire c'est un imaginaire traité de manière réaliste, ou une réalité parfaitement imaginaire. Au sommaire de ce numéro 900, on n'oubliera pas la partie pratique. On a effectivement pour habitude dans l'Oco-Revue d'encourager la pratique du modélisme, et on aura droit à 2 nouvelles rubriques, dont une qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle la rubrique Bon Plan. Bon Plan, pourquoi ? Parce que il s'agit de proposer au lecteur des astuces, des conseils pour pratiquer un train miniature plus abordable, moins cher, puisque aujourd'hui, on constate tous, on a une envolée des prix due en particulier donc à la complexité grandissante du matériel, aux normes toujours plus fines de reproduction, allant vers plus de détails, et donc des coûts de revient et des coûts de vente qui dépassent souvent les capacités de bien des amateurs. Donc la rubrique Bon Plan permettra de donner des pistes, par exemple l'achat sur Internet, ou mettra en évidence certains matériels qui valent encore le coup aujourd'hui et qu'on peut trouver à pas trop cher sur le marché de l'occasion. Donc ça sera le premier article de cette nouvelle rubrique, et bon, j'espère que ça plaira aux lecteurs et que ça fera naître une manière différente de pratiquer, peut-être plus démocratique, plus populaire, plus abordable. À tout anniversaire, une surprise. Aujourd'hui, pour l'Oco-Revue et ce numéro 900, le témoignage direction Nice, le magasin Modélisme 2000, à la rencontre de Max Faragi, qui a participé à un numéro de l'Oco-Revue il y a de nombreuses années. Il va nous parler de son expérience avec l'Oco-Revue et c'était au sujet de son record de vitesse avec un train miniature. On voit ça avec Max Faragi, c'est de suite. Bien, nous sommes aujourd'hui avec Max Faragi, donc à Modélisme 2000 à Nice. On parle bien entendu pour un numéro spécial et un témoignage bien super. Vous allez voir, on va se régaler avec les petites anecdotes de Max. C'est le numéro 900 de l'Oco-Revue de chez LR Press et apparemment tu as un témoignage à nous faire passer. En effet, en 1990, c'est il y a quelques années à peine, j'ai participé à l'Oco-Revue, donc qui est le Loco-Revue numéro 80, avril 90, numéro 525. C'est hier. À peine. Et donc à la page 282 de ce document, nous avons une performance que nous avons réalisée en direct sur FR3 à l'époque. On a battu un record du monde de vitesse avec une machine Jouef qu'on a préparée spécialement. C'est celle qu'on voit ici. Absolument. Je vais en venir au détail, mais avant de venir au détail, alors ce record a été battu et il est passé dans le Guinness des records de 1990 à la page, je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus le numéro de la page. Donc nous étions partie prenante avec l'Oco-Revue pour effectuer un record du monde. Et cette machine a été réalisée à partir, donc, comme je te le dis tout à l'heure, d'une machine Jouef que nous avons modifiée à plusieurs reprises pour être très performant.
C'est-à-dire que dans un premier temps, on a essayé des doubles moteurs, on a essayé des moteurs simples avec des récepteurs, avec des relais, et on a fini par aboutir à une machine complètement autonome, montée sur batterie, entièrement radiocommandée, pour éviter les faux contacts sur les voies. Et une petite question, justement, quelle a été l'approche avec Loco-Revue? Comment est-ce que ça en est venu donc aux oreilles de Loco-Revue de pouvoir diffuser dans ce numéro spécial justement ce record de vitesse? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes passés sur FR3 en direct, puisque ce record a été battu sur FR3 dans le cadre d'une émission. Et donc, à la suite de cette émission, nous avons eu des contacts avec Loco-Revue qui nous ont téléphoné, ou chez moi qui a téléphoné, je me rappelle plus exactement les détails, et qui nous ont proposé de mettre une page entière et relever le défi de cette vitesse, qui n'a jamais été relevée d'ailleurs au passage. Un petit clin d'œil justement donc à Christian et Benjamin donc de LR Press justement. Ça n'a pas été battu depuis, le record il est toujours détenu par Max Faragi. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus? T'attends justement que quelqu'un le batte ou pas? Alors le record ramené à la vitesse réelle, la machine a réalisé 756 km/h. À l'échelle, bien entendu. À l'échelle de la machine, évidemment. Et donc, autrement dit, si tu veux, ça fait 10,284 km/h sur rail de 10 mètres. C'est qu'on a fait une ligne droite de 10 mètres et constat d'huissier et tout ce qui s'ensuit, évidemment. Et nous avons battu ce record. Tu pourras le revoir d'ailleurs sur la page 282 du Loco-Revue des années 1990, avril 90. C'est parfait. Ben justement, si vous aimez fouiner un petit peu dans les archives, vous pouvez retrouver l'article de Max Faragi qui a fait donc ce record avec le diplôme à la clé, bien entendu. Le Guinness donc des records des années 90, hein, et bien entendu, c'est un super témoignage. C'est le numéro 900 de Loco-Revue. On leur souhaite un bon anniversaire. Hein. Eh bien, je vous souhaite bon anniversaire et j'espère peut-être que je verrai le 1000e. On sait jamais. Eh ben, on se donne rendez-vous dans quelques années alors. Ça fait combien ça? Combien d'années ça va nous faire ça? Une bonne dizaine de plus. Une bonne dizaine. Oh, ben il y a des chances quand même avec un peu d'espoir. En tout cas, c'était Max Faragi qui nous a raconté son témoignage pour Loco-Revue pour ce numéro spécial 900. Merci à toi. Merci à Loco-Revue et merci à toi. À bientôt. Merci Yann de nous avoir exposé justement le sommaire de ce numéro spécial et également de nous avoir parlé des rubriques diverses qui vont figurer dans Loco-Revue. Je le rappelle, ce numéro spécial, le numéro 900 de ce magazine de modélisme ferroviaire, de train miniature comme vous le sentez. D'ailleurs, en termes de contenu et pour le futur de ce magazine Loco-Revue, quels seraient à court terme et à long terme les projets de celui-ci? C'est pour toi. Alors Loïc, tu me poses la question des projets à court et long terme concernant Loco-Revue. Alors, le numérique fait maintenant partie du quotidien du modéliste. Aussi bien dans la fabrication des maquettes, puisqu'on fait maintenant appel à la découpe laser, à la découpe 3D, tout ça piloté par ordinateur. Aussi bien pour la commande des trains, puisqu'on a des commandes numériques qui permettent d'actionner le son, d'actionner différents organes, différents accessoires de nos trains miniatures. Et donc, Loco-Revue va accompagner ce développement en proposant sans cesse aussi des contenus disponibles sur le web. Alors, on réfléchit actuellement à la meilleure formule pour vous proposer ces vidéos sous forme d'abonnement, sous forme de complément à l'abonnement au magazine papier. On ne sait pas encore bien, c'est en train de se mettre en place, mais sans nul doute, ce sera l'avenir de notre magazine et l'avenir de la manière d'aborder l'information concernant le train miniature en France. Yann, merci à toi de nous avoir exposé justement les projets à court terme, à long terme de ce magazine Loco-Revue. À présent, un message à faire passer, un conseil que tu aurais à donner peut-être à tous les abonnés justement et lecteurs de Loco-Revue et également à la communauté de LF Modélisme. On t'écoute, fais-toi plaisir. Alors j'ai peut-être un conseil aussi à donner à ceux qui ne pratiquent pas encore le train miniature, que je préfère appeler train miniature que modélisme ferroviaire, ça me semble plus abordable et moins prise de tête. Voilà, le train miniature c'est quand même une source considérable d'enrichissement personnel, parce que ça permet d'explorer aussi bien l'architecture, la peinture, la poésie, l'histoire même bien sûr, l'histoire des techniques, l'histoire des manières de vivre, de l'histoire de sa région, mais c'est aussi grâce à des blogs comme celui de Loïc, une formidable source un prétexte de rencontre, d'échange entre les modélistes. Donc, si vous ne pratiquez pas encore, n'hésitez pas à lire nos magazines, Clés pour le train miniature, bien sûr,
qui est une première manière de mettre le pied à l'étrier, de découvrir les essentiels, les bases du train miniature. Et puis par la suite, Loco-Revue, bien sûr, qui est le principal magazine français de modélisme ferroviaire. Et pourquoi pas nos autres revues, Voie Libre, qui vous offre aussi une richesse et vous ouvre la porte d'un univers très libre et une manière très débridée de pratiquer le train miniature. Il me reste à te remercier Yann pour ta participation à cette interview reportage sur le numéro spécial, le numéro 900 de Loco-Revue. Un grand merci à toi de nous faire rêver tous les mois justement dans ce magazine. D'ailleurs, n'hésitez pas, communauté de LF Modélisme et vous également abonnés de Loco-Revue, à poser vos questions. Je suis sûr que Yann se fera un plaisir de vous y répondre et moi également. À présent, je vous propose le témoignage de Christian et Benjamin, donc la famille Fournereau, le groupe LR Presse, la direction qui vous fait vibrer donc tous les mois, vous lecteurs abonnés donc de Loco-Revue. Pour ce numéro 900 justement, ils nous font le plaisir de se livrer, de nous raconter quelques anecdotes. Cela nous fait vraiment plaisir à vous tous lecteurs et abonnés donc de la chaîne communauté de LF Modélisme. D'ailleurs, Christian, Benjamin, après toutes ces années justement de bonheur avec Loco-Revue, toutes ces années d'expérience, quel sentiment vous anime entre père et fils aujourd'hui? On vous écoute. Alors tu nous as demandé quel sentiment nous anime et j'ai envie de dire bien sûr le premier sentiment qui m'anime moi en tant que 4e génération, c'est une grande fierté et un honneur de pouvoir prendre la suite de cette aventure en espérant pouvoir la faire perdurer encore pendant des années et pourquoi pas introduire une 5e génération de Fournereau dans l'entreprise par la suite. Quel sentiment m'anime? Forcément, un petit peu comme Benjamin, j'ai envie de dire la fierté. Ça fait quand même presque 40 ans maintenant que je suis à la tête de l'entreprise. Et j'ai vu un certain nombre de numéros défiler, puisque mon premier numéro anniversaire à moi, c'était le numéro 500. On en est aujourd'hui au numéro 400, au numéro 900. Ça fait un petit bout de chemin. De la fierté aussi parce que une histoire familiale qui se perpétue, qui va continuer grâce à Benjamin, c'est beaucoup de bonheur bien sûr et une grande satisfaction. Et puis de la fierté aussi et de la joie de tout le chemin parcouru et de cette réussite que nous avons eue tous ensemble avec une très belle équipe, de perpétuer l'esprit de Loco-Revue qui dominait dès le premier numéro, qui était de rendre le modélisme ferroviaire accessible au plus grand nombre. Quand Loco-Revue a été créé, il n'y avait absolument rien en France, aucun magazine et très peu de professionnels, très peu d'artisans qui fabriquaient du train miniature. Loco-Revue a été le premier, donc 1er mars 1937, et est resté le seul quasiment pendant 25 ans, puisque son premier concurrent, confrère, est arrivé en 1962. Il s'agissait de RMF, Rail Miniature Flash, qui existe encore aujourd'hui. Et ces deux magazines sont restés de nouveau les seuls jusqu'au début des années 80, puisqu'il faut attendre le début des années 80 pour voir apparaître Voie Ferrée, qui est un nouveau magazine, toujours destiné aux passionnés, qui s'adresse à la fois aux passionnés de chemin de fer réel, de chemin de fer tout court, et puis de modélisme exigeant, du modélisme haut de gamme. C'est le parti pris de ce magazine. Et puis on attend de nouveau encore 10 ans pour voir apparaître le train, qui existe encore aujourd'hui, lui aussi, qui arrive dans les années fin des années 80, 1988. Donc vraiment un rôle de pionnier, et pendant toute cette durée de vie de Loco-Revue, qui est loin d'être achevée, beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont été lancées, et nous avons été à chaque fois les premiers, que ce soit les numéros hors série, que ce soit le coffret d'initiation au modélisme ferroviaire, que ce soit l'organisation d'un événement de portée nationale et internationale avec Tramania, que ce soit le lancement des petits kits Voie Libre
qui existent encore aujourd'hui, que ça soit le lancement de plusieurs magazines. Voie Libre a été le premier après l'Eco-Revue, mais nous avons également lancé Clés pour le train miniature, destiné à faire découvrir le modélisme ferroviaire au plus grand nombre et à un prix accessible, puisque Clés pour le train miniature coûte aujourd'hui 4,50 € et quand on l'a lancé, il a été lancé à 2,90 €. C'était le moins cher et de loin des magazines du marché. Et puis nous avons lancé également Correspondance ferroviaire, puis Ferrovissimo, tous deux qui s'adressaient aux amateurs de chemin de fer réel, par opposition au modélisme ferroviaire, que nous avons rassemblé dans un magazine qui perdure aujourd'hui, qui s'appelle Ferrovissime. Bref, une belle aventure avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses mises en place et qui permettent de rendre le modélisme ferroviaire le plus largement connu et accessible. L'Eco-Revue, c'est aussi un grand travail d'équipe. Justement, Christian, un message à leur faire passer? Oui, parmi les sentiments, joie et fierté aussi, parce que pendant près de 40 ans, j'ai été entouré et accompagné et aidé surtout d'une équipe, j'ai même envie de le mettre au pluriel, parce que j'ai vu plusieurs générations se succéder, d'équipes formidables, de gens passionnés, de gens attentionnés, de gens engagés, qui ont toujours donné leur maximum. Et je voudrais profiter de cet entretien pour les remercier tous, équipe commerciale, graphistes, maquettistes, rédacteurs en chef, qui ont tous fait un boulot extraordinaire et qui ont tous fait en permanence preuve à la fois d'engagement mais aussi de création, de créativité dans tous les domaines, pas uniquement les modélistes, pas uniquement ceux qui ont construit de leurs doigts, mais aussi les graphistes qui nous ont proposé des mises en page extraordinaires, aussi les équipes commerciales qui ont su trouver les mots pour animer les courriers que vous recevez régulièrement, pour vous accueillir au téléphone tout simplement. Enfin, tout ce travail qui est fait en arrière-plan et qu'on ne voit pas toujours. Enfin bref, une belle équipe qui reste engagée, puisque nous avons j'ai la chance de continuer à travailler avec certains d'entre eux, bien qu'ils soient partis à la retraite, qui restent à mes côtés, qui restent à animer des magazines, à animer des textes, à corriger des textes, enfin qui sont là. Et je les remercie. Christian, Benjamin, un petit mot sur le lieu où vous vous trouvez, apparemment chargé d'histoire pour l'Eco-Revue, et il me semble que Christian n'est pas venu les mains vides. Dans ce petit reportage, il va nous présenter quelques objets collector. On vous écoute. Donc oui, sur la table, on a réuni quelques objets qui sont pour moi un peu symboliques de toute l'histoire de l'Eco-Revue. Déjà le lieu où nous nous trouvons, puisque l'Eco-Revue a démarré à Montchauvet dans un premier temps et a déménagé au Savelaine, donc ici, dans les années 50, tout début des années 50, et est resté ici pendant 65 ans avant de déménager toujours à Auray, rue de Suède. Et puis, l'histoire de l'Eco-Revue, c'est rendre le modélisme accessible au plus grand nombre, c'est le montrer à tous, c'est donner la possibilité à chacun de s'exprimer au travers du modélisme, de toutes les manières possibles, c'est-à-dire aussi bien par du modélisme très réaliste, et ça a été le cas avec les premiers modèles créés par mon grand-père et fabriqués par mon grand-père, les modèles Fornereau, dont on voit un exemple ici, par exemple, la 141, qui est un superbe modèle, ou un exemple qu'on verra tout à l'heure dans la lanterne, qui est un autre exemple des réalisations très précises des Fornereau, puisque c'est un modèle de qualité musée, d'une petite locomotive à vapeur secondaire. Et puis, mon père a aussi créé ce modèle-là, qui moi personnellement me tient beaucoup à cœur, parce que c'est l'exact opposé de ce que faisaient les Fornereau à l'époque, c'est-à-dire c'est un modèle totalement loufoque, totalement inventé, totalement créé de toutes pièces, qui ne cherche à ressembler à rien du tout, si ce n'est de très loin à une locomotive à vapeur, bien sûr, mais on dirait une locomotive à vapeur tout droit sortie d'une bande dessinée. Elle a une ceinture autour du dôme. Elle est toute de travers et guingoire. On a un petit robinet d'eau sur le côté, sur la caisse à eau, marqué eau non potable. Et puis surtout, elle avait une particularité que je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement. Elle tournait à angle droit. C'est un modèle qui avait été créé en fait pour servir de loterie dans une fête foraine, tout simplement. Et donc elle roulait sur un réseau où les voies partaient à angle droit et elle était capable de tourner parce qu'il n'y avait pas de boudin sur les roues.
Parmi les objets qui sont réunis là sur la table, il y en a un dont je suis particulièrement fier, ou en tout cas je suis heureux de l'avoir aujourd'hui, c'est cet avion. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Cet avion qui est un avion Air France et en fait qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait partie des productions Fournereau. Peu de gens le savent, mais les établissements Fournereau ont produit des trains miniatures et sont très connus pour ces trains miniatures, mais ils ont également produit au tout début des années 30 et 40 des avions modèles qui servaient essentiellement à décorer les agences de voyage des voyagistes et qui ont été également commandés par Air France par exemple ou par Air Union qui était prédécesseur de Air France. Et ces avions sont aujourd'hui quasiment introuvables. Il y en a un certain nombre qui sont au musée Air France et par ailleurs qui sont chez des collectionneurs qu'on voit très rarement sortir. Et celui-là m'est tombé sous la main un peu par hasard et je suis très heureux. C'est ici pendant 65 ans que se sont succédés plusieurs équipes rédactionnelles qui ont travaillé tous les mois à vous proposer un contenu de qualité dans l'Ocorevue et de manière un petit peu plus récente se donner rendez-vous à Saint-Goustan autour d'une bière en fin de journée pour pouvoir décompresser un petit peu et continuer à discuter de la passion qui les anime, donc le train. Et c'est ici à Saint-Goustan, après quelques bières, qui est venue l'envie et l'idée de Yann de proposer donc un réseau sur le thème de la Bretagne, donc son réseau Saint-Goustan qui vous a proposé et présenté en 2021 dans l'Ocorevue, où vous pouvez reconnaître le quai et les quelques bâtiments emblématiques de Saint-Goustan. Bien, à présent, un petit témoignage encore avec un petit cadeau donc pour ce numéro 900 anniversaire de l'Ocorevue, le témoignage de Dimitri à bord d'une superbe locomotive. Je vous en dis pas plus, on voit ça avec Dimitri. Bonjour Loïc, bonjour à tous les abonnés. Donc on est en direct de la marchandise au Creusot, en présence de la 140 C27 qui vient du train des Cévennes. Donc elle a rejoint le réseau français au mois d'octobre de l'année dernière. Elle est au dépôt de Nîmes actuellement et on a créé un partenariat entre les chemins de fer du Creusot et le GADEFT pour pouvoir tourner cet été. Donc eux n'avaient pas de voiture voyageurs et donc ils avaient besoin de voitures voyageurs pour pouvoir tourner cet été. Et nous n'avons pas de machine puisque la 241 P17 est actuellement en révision. Donc du coup, on a formé ce partenariat pour qu'eux aient des voitures et nous une machine. Donc cet été, elle reste tout l'été au Creusot pour pouvoir effectuer des voyages. Donc là, elle a fait Nîmes, Lyon, Lyon-le Creusot le week-end du 12 juin. Puis ce week-end-là, elle a fait le Creusot-Nevers. Et là, normalement, on doit refaire le Creusot-Annecy au mois d'août, le Creusot-Lyon au mois de septembre et peut-être le Creusot-Miramas au mois de septembre aussi, voilà. Donc on va prendre quelques prises de vue de la machine et on reparle de tout ça après.
Donc là voilà la machine, donc depuis l'avant de la machine. Donc là on voit bien la traverse de tamponnement avec ses attelages, les lanternes. Là, on va passer sur le côté mécanicien. Donc on n'a pas beaucoup de place pour faire des prises de vue géantes, car entre le mur et la machine il n'y a pas énormément de place pour passer. Donc là on a les cylindres. Ensuite ça c'est ce que tout le monde admire quand les locomotives à vapeur sont en fonctionnement, donc tout ce qui est embiellage et distribution. Voilà. Là on avance. C'est vraiment une partie que j'adore. Les machines à vapeur, les embiélages, c'est vraiment un truc, je pense que je suis pas le seul. Là on a un petit peu de défaut de lumière parce qu'on est en contre-jour avec le soleil et donc on voit pas forcément vraiment bien tout, mais bon. Donc là on a la prise flamand. Ensuite on avance, on avance. Ici on a les injecteurs. Bon, ça fait un petit peu pipi, mais bon. Un train qui ne pisse pas de l'eau, c'est pas un vrai train à vapeur. Là j'irai pas plus loin puisque le temps d'air on verra pas vraiment ce qu'on veut voir, parce que comme vous le voyez il n'y a pas énormément de place et comme le temps d'air est quand même relativement costaud, on verra pas grand chose. Donc voilà, on va revenir sur nos pas. Ici on a la plaque de la machine, la 140C27 de Alès, qui appartient donc au Gadeft, vous l'aurez compris. Ici, on a la chaudière, donc avec l'inverseur de marche. Voilà. Ici, on a la prise, donc c'est la vanne d'extraction, c'est le tuyau de la vanne d'extraction. Là, on a l'inverseur de marche. Voilà, ça redescend ici. Ensuite, on remonte par là, on repart sur la chaudière, on a un graisseur, voilà. C'est vraiment une superbe machine et en plus le Gadeft a fait vraiment un super boulot car déjà elle est belle, en plus elle fonctionne super bien, c'est une horloge. Elle a tracté notre rame, ou que ce soit entre Nîmes et le Creusot ou entre le Creusot-Nevers avec une facilité. C'est vraiment une très bonne machine. Ici, on repart sur l'avant. Donc, je vais bien filmer le numéro parce que avec le contre-jour du soleil, du coup, ça reflète. Donc là, la 140C27. Voilà. Et là, on repart en haut et on finit avec la pompe à air. Voilà, donc là on va aller faire quelques images en cabine pour vous montrer un peu ce qui se passe. Donc là on arrive en cabine, on va monter côté chauffeur. Donc voilà, là la partie chauffeur. Donc je vais pas expliquer ce que c'est que le chauffeur puisque tout le monde sait quel poste il occupe. Donc là on a le régulateur de vitesse au milieu, les deux prises d'injecteur, on a les manomètres, le fameux sifflet, touche pas à ça un petit con, la place du mécanicien. Là on voit derrière le HCTA, le frein et le flamand avec la marche. Là on voit le foyer. Donc il n'y a pas forcément énormément d'ustensiles en cabine, mais pour une petite machine qui fonctionne super bien, il faut pas plus. Là, on a le temps d'air. Là, on a usé un petit peu de charbon puisqu'on a fait le Creusot-Nevers samedi. Le voyage s'est super bien déroulé. Voilà. Et donc là maintenant, je vous refais une petite prise de vue de la cabine et on va passer
à la suite. Voilà. Allez, on passe à la suite. Donc voilà la suite, donc c'est la 241 P17, donc on est bien au Creusot, donc la marchandise du Creusot, donc la 140C est bien aux côtés de la 241 P17. Donc, comme vous le voyez, la 241 P17 est actuellement en grande révision, en très grande révision. Donc là sur les images, vous voyez bien que la cabine est totalement à nu, car il a fallu qu'on vérifie tout ce qui est entretoise. Donc il faut qu'on vérifie s'il n'y a pas de fuite. Il y a eu effectivement des fuites, mais les entretoises ont été remplacées. Donc la partie cabine, on n'en parle plus. Et là, il nous reste encore une quinzaine d'entretoises à changer sur la partie chaudière. Donc là, je vais vous montrer en image. Là, vous voyez, on voit bien qu'il y a des trous dans la chaudière. Donc ça, c'est des entretoises qui ont été enlevées par le train des Cévennes. C'est un gars du train des Cévennes qui est venu pour enlever les entretoises. Là, elles sont en cours de réalisation et elles devraient reprendre place à neuf très prochainement. C'est en cours de travaux. Donc là, on en a encore une quinzaine à changer. Pour pouvoir continuer les travaux, en fait, il faut qu'on arrête, faut qu'on finisse ce chantier-là. Voilà. Donc là, en fait, on est en stand-by à cause de ça. Ensuite, toute la partie de la machine, tout ce qui est essieu, c'est révisé, puisqu'on a démonté le bicelle, les 4 moteurs, plus le bogie. On a tout démonté, vérifié les boîtes d'essieu, tout remonté. Donc là, la machine est sur ses essieux. Et elle attend juste, en fait, que cette histoire d'entretoise se termine pour pouvoir passer à la suite. Donc ensuite, la suite des travaux, ce sera les essais de la chaudière une fois qu'elle aura ses nouvelles entretoises. La sortir, la mettre en chauffe, éprouver la chaudière, et dès qu'on aura le feu vert de la PAV qui nous dira que la chaudière est exploitable, là on pourra recapoter la machine, remonter tout correctement ce qui va dessus, donc la pompe à sécher, la turbodynamo. Là on voit qu'il manque une partie de tablier. On pourra remonter toute la tuyauterie, la cabine toute la remonter, et ensuite on pourra passer à la suite. Là c'est pareil, on a fait le tender, donc le tender lui aussi est passé en grande révision. Donc il y a eu tout ce qui a été freinage de réviser, les essieux ont été vus aussi, et donc du coup là le tender lui est terminé et il est prêt à prendre la route. En fait, on a fait tous les essais, tous les réglages, lui il est terminé. Voilà, donc je vais vous faire quelques prises de vue de la machine. Donc là, comme je vous ai dit tout de suite, on a la chaudière, donc la cabine, côté chauffeur, côté mécanicien. Ça devrait se remonter très prochainement. Là, on a les injecteurs. Voilà, le bicelle. Ensuite, comme on le voit ici, on a un bout de tablier qui manque puisque il a fallu le retirer à cause des travaux que nous avions à faire, car cet essieu-là avait une suspicion de boîte chaude. Donc il a fallu descendre l'essieu dans le fond de la fosse pour pouvoir le réviser. Donc bon, maintenant tout va bien, tout a été repris, tout est bon. Et en termes, au niveau des essieux, elle est de nouveau prête à reprendre la route. Voilà. Il y a encore un petit peu de travail puisque faut remonter tous les embielages, et comme j'ai dit tout de suite, une fois qu'elle sera autorisée par la PAV à reprendre du service, il y a vraiment beaucoup de pièces qui vont se remonter, quoi. Tout ce qui est embiellage, tout ce qui est capotage, tuyauterie, voilà. Donc il y a encore un peu de boulot, mais bon, on est confiant. En plus, on a une super équipe soudée, des gens motivés, beaucoup de jeunes, et moi je dis que la 241 P17 devrait reprendre vie pour 2023. Voilà. Donc là on a le bogie qui a été tout démonté, nettoyé, révisé, tout remis à neuf, les visseries, les clavettes, tout a été refait. Voilà, là on avance un petit peu, on a notre petit locotracteur pour tirer la bête qui est ici. Et voilà l'avant de notre mémère. Voilà. Et on finit sur la pompe à air. Et donc voilà. Donc joyeux anniversaire à Loco Revue pour le numéro 900. Merci à Benjamin Rousson, directeur technique de la 241 P17 pour l'autorisation de filmer. Merci aussi à Quentin Schneider pour
d'avoir donné aussi l'autorisation de filmer sa machine, enfin leur machine, pardon. Et puis à très bientôt avec un très grand plaisir. Alors comme petit mot de la fin, je pense qu'il est très important pour nous de remercier chaleureusement tous nos lecteurs, ceux qui nous lisent déjà depuis de nombreuses années, comme tous ceux qui viennent de découvrir la revue et qui nous accompagnent chaque mois au cours de cette aventure. Oui, moi je m'associe évidemment aussi aux remerciements de Benjamin et adressés à tous nos lecteurs, aux anciens comme aux nouveaux, aux anciens tout particulièrement parce que certains d'entre eux sont particulièrement fidèles, sont avec nous depuis très longtemps. Et c'est aussi un grand bonheur pour nous de savoir que les lecteurs nous restent aussi fidèles. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, cette transmission que nous essayons de faire en permanence, elle passe aussi par vous, lecteurs, par vous, modélistes, par vous, passionnés. C'est vous aussi qui êtes la courroie de transmission qui allez nous aider à faire en sorte que de plus en plus de personnes aiment le train miniature, aient envie de créer leur propre univers, leur propre monde et de rejoindre la grande communauté des passionnés. Au-delà de ça, il me reste à vous donner un rendez-vous, bien entendu. Rendez-vous au numéro 1000, j'espère bien qu'on va y arriver. C'est dans pas si longtemps que ça, et grosso modo une petite dizaine d'années à peine. Et puis rendez-vous aussi en mars 2037, puisque mars 2037, ce seront les 100 ans du magazine Loco-Revue. Un anniversaire que nous avons bien l'intention de fêter comme il se doit, dignement. En tout cas, j'espère que Benjamin saura l'organiser comme nous l'attendons tous, puisque c'est lui qui sera aux manettes à ce moment-là. Et j'espère aussi qu'il aura la bonté de m'inviter ce jour-là. Bien évidemment, bien sûr. Voilà, à très bientôt dans nos pages et à très bientôt tout court, au hasard des expositions et d'une rencontre. Encore merci à tous et merci Loïc. Bon visionnage de cette vidéo et bonne lecture de notre numéro 900. À bientôt. Bien, ce reportage pour ce numéro spécial anniversaire de Loco-Revue, le numéro 900, est à présent terminé. Il me reste à remercier Christian, Benjamin et Yann du groupe LR Press de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce reportage à vous tous, abonnés de Loco-Revue et également communauté de LF Modélisme. J'espère que ce numéro anniversaire vous aura fait plaisir, que cela vous ait plu dans son intégralité. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas également à retourner voir, il n'y a pas longtemps, le reportage sur les 10 ans de clés pour le train miniature. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait donc cette année en 2022 deux anniversaires, les 10 ans de clés pour le train miniature et à présent le numéro 900 de Loco-Revue. Moi je vous dis merci d'avoir suivi ce reportage, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis à très vite pour d'autres interviews, prenez soin de vous, ciao ciao.